Cour européenne des droits de l'homme qui est à l'arrêt Aksoy contre Turquie de 2000, la Cour a dit « La démocratie se nourrit de la liberté d'expression, tandis que la Cour suprême du Canada, je cite toujours d'après Patrick Waxman, la Cour suprême du Canada estime qu'au nombre des droits les plus fondamentaux que possèdent les Canadiens figure la liberté d'expression. Celle-ci rend possible notre liberté, notre créativité, ainsi que la démocratie. » Et, ajoute Patrick Waxman, la contre-épreuve de ces affirmations est malheureusement facile à faire. La censure, voire les limitations à la liberté d'expression, les menaces en encontre des journalistes et des organes de presse sont invariablement le prélude à d'autres confiscations de liberté et la mise en péril ou la suppression de la démocratie par la loi. Fin de citation. Donc il y a un lien évident entre la démocratie et la liberté d'expression. On pourrait actualiser le propos, il suffit de penser à la Turquie, on aurait beaucoup parlé de la Turquie dans les derniers jours en raison de manifestations. On semble oublier également la condamnation du pianiste Fazil Say pour des propos anti-religieux par les tribunaux en Turquie. On voit très bien, et les journalistes emprisonnés en Turquie, on voit très bien, pour prendre d'autres exemples de Turquie, mais là l'exemple est éloquent, que ce que dit Patrick Waxman est tout à fait vrai. Les premières atteintes, en général, qui sont portées à la démocratie, sont souvent à travers les atteintes à la liberté d'expression. Tout ça montre évidemment qu'il y a une sorte de tendance inéluctable et naturelle à associer liberté d'expression et démocratie. Et ce que je voudrais ici essayer de proposer, c'est de prolonger la première piste de réflexion qui nous a été offerte par l'organisateur, qui était d'essayer de repérer, d'inventarier les attributs de la démocratie. De quelle manière, et pourquoi en tout cas, on peut considérer que la liberté d'expression peut être considérée comme un droit politique et donc faire partie de ces attributs de la démocratie. Et je vais essayer de le démontrer en partant d'une analyse de la doctrine française comparée à la doctrine américaine. J'essaierai de montrer que la doctrine française n'a pas cette conception de la liberté comme un droit politique, alors que l'intérêt d'étudier ici la jurisprudence américaine et la doctrine américaine, c'est que là on a un cas topique d'une doctrine qui considère que la liberté d'expression est un véritable droit. Et puis, dans un deuxième temps, j'essaierai d'illustrer à travers la jurisprudence, donc le droit positif, bien sûr, le positivisme qui parlait de droit positif, eh bien j'essaierai de partir de certains exemples de droit positif à partir de recherches que je fais sur les offenses au chef de l'État pour démontrer que, paradoxalement, le droit des offenses au chef de l'État révèle que le juge reconnaît, du bout des lèvres, mais reconnaît l'idée selon laquelle la liberté d'expression est un droit politique, et non pas un droit. Donc je vais commencer par la liberté d'expression comme un droit politique, analyse comparée des cas français et américains. J'avais une citation de Maurice Aurine, je vais vous en faire grâce. Je vais partir d'un constat qui m'a surpris, c'est que dans la doctrine classique relative aux libertés publiques, la liberté d'expression n'apparaît pas en tant que telle. Quand on regarde, alors que j'appelle le manuel classique, je parle donc du manuel de base, qui de moi le meilleur manuel dans le classique, c'est celui de Jean Rivero. Jean Rivero, quand il étudie les libertés, consacre des passages à la liberté d'opinion, mais ne consacre pas le terme même de liberté d'expression. Rivero reprend le schéma de Georges Burdeau dans son manuel sur la liberté publique, il oppose les libertés corporelles aux libertés spirituelles, la liberté d'esprit. Donc, il fait une analyse assez longue de la liberté d'opinion qui relève-t-il de la liberté de penser. Je vais partir de la manière dont il conçoit la liberté de penser. Vous allez voir, c'est très ambitieux. Il définit la liberté de penser comme, je cite, la possibilité pour l'homme de choisir ou d'élaborer lui-même les réponses qu'il entend donner à toutes les questions que lui pose la conduite de sa vie personnelle et sociale, de conformer à ses réponses, ses attitudes et ses actes, et de communiquer à autrui ce qu'il tient pour vrai. Fin de citation. Cette liberté de penser, conçue très largement, inclut, selon Jean Rivero, la liberté d'opinion, la liberté religieuse, la liberté de la presse, la liberté d'enseignement. Et il ajoute qu'on peut aussi inclure des libertés collectives comme la liberté de réunion, la liberté de manifestation. Et Rivero, dans toutes ces libertés, place la liberté d'opinion, non pas d'expression, la liberté d'opinion, au-dessus de toutes les autres, et ici, évidemment, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, y compris religieuses, etc. Et il commente ainsi cette primauté de la liberté d'opinion. Elle sous-tend en effet toutes les autres libertés de la pensée, toutes se ramènent à l'aménagement de l'expression des opinions par divers moyens, toutes supposent donc à la base la possibilité d'une pensée librement formée. Et ensuite, dans son manuel,
donner des exemples positifs, il essaye de penser cette liberté d'opinion comme étant une vraie liberté pour les juristes, c'est-à-dire la liberté qui consiste à se déterminer extérieurement. Il définit cette liberté d'opinion de la manière suivante, je cite Jean Rivero, la possibilité donnée à chaque homme de déterminer par lui-même ce qu'il croit vrai, dans quelque domaine que ce soit. Si cette liberté pouvait se cantonner dans le secret de la vie intérieure, on a vu que sa reconnaissance ne poserait aucun problème. Mais l'opinion, en tout domaine, veut s'extérioriser. Le droit se saisit d'elle au moment de ses manifestations élémentaires, la parole, le comportement, lui donne en réalité et ces manifestations élémentaires, lui donnent une réalité sociale et permettent de la constater. Fin de citation. Le droit saisit donc l'extériorisation de cette liberté et ne prétend pas régir la liberté intérieure de penser. En tout cas, il est clair qu'aux yeux de Rivero, la liberté de penser est une liberté principalement individuelle qui concerne les grandes questions que chaque personne peut se poser ou doit se poser sur sa vision du monde. Il n'y a rien de strictement politique dans cette conception. On le voit bien quand il estime que cela concerne, dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure, la conduite de sa vie personnelle et sociale. Il n'évoque pas donc expressément la liberté d'expression, et quand il l'évoque, de manière assez surprenante, le terme même apparaît de liberté d'expression, quand il évoque, dans le cadre de la liberté privée, les atteintes portées donc à la correspondance, et notamment aussi les enregistrements clandestins. C'est à ce moment-là uniquement qu'il parle de liberté d'expression. Et j'ai constaté, par ailleurs, qu'un autre auteur, qui est Georges Burdeau, qui précède, a également pour caractéristique de ne pas utiliser le mot liberté d'expression, il utilise le mot de liberté de conscience, avec le même rapport de domination du concept central qui est la liberté de penser. Alors, pour dire finalement, ça n'a pas d'intérêt. Où est la liberté d'expression? Il n'y a pas de liberté d'expression chez nous. Si, évidemment, il y a la liberté d'expression, mais il n'y a pas le mot. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il n'utilisait pas ce mot. Je n'ai pas la réponse. Je renvoie à un point d'interrogation. Je me suis demandé si cette focalisation sur la liberté de penser n'était pas tributaire quand même de la période, c'est-à-dire de la Seconde Guerre mondiale, et s'il n'y a pas dans cet éloge de la liberté de penser une sorte de réaction des juristes humanistes, comme le disait Rivero en tout cas, à l'égard du totalitarisme. C'est donc cette idée-là, que la liberté d'expression finalement pour eux, si elle est politique, elle ne correspond pas vraiment à ce qu'ils voulaient penser en défendant cette liberté de la base. Alors aujourd'hui, on a, dans le droit contemporain, la doctrine contemporaine de la liberté publique, on a effectivement la liberté d'expression qui est expressément reconnue. Simplement, je ne sais pas, faites pas grâce à tous les manuels, mais quand même, je vous donne une ou deux citations où on voit très bien que la liberté d'expression, je cite Pierre-Henri Prélot dans son manuel, est un des fondements de la société démocratique. Xavier Bioy aussi, dans son dernier manuel, considère qu'il s'agit d'une liberté qui peut être politique dans sa nature, mais il ne développe pas ce point, et il s'intéresse uniquement à la nature de ce droit. Il se pose la question de savoir si c'est un droit subjectif ou c'est un droit objectif. Donc on voit la grande question que le tribunal a posée. Mais ce qui caractérise tous les manuels français, c'est qu'ils ne considèrent pas cette liberté d'expression comme relevant des droits politiques. Donc c'est une liberté publique, et ça donc n'a pas de pertinence dans une analyse de la citoyenneté. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est montrer un cas inverse qui est le cas américain. Le cas américain, j'appelle ça un contraste saisissant, le free speech aux États-Unis. Le contraste est saisissant parce que, justement, aux États-Unis, quand on lit les ouvrages ou les arrêts de la Cour suprême sur le free speech, ce qui apparaît immédiatement, c'est que le free speech est considéré, premièrement, comme un droit politique. Il suffit de lire un manuel de Civil Liberties de Thomas Frank, ou bien, quand vous lisez ce manuel de Civil Liberties, on s'aperçoit que le free speech est introduit, est inséré dans un chapitre qui porte sur, je cite, les droits relevant du processus politique. Et Thomas Frank cite dans ce chapitre, évidemment, l'arrêt New York Times contre Sullivan de 1964, arrêt qui a considérablement limité la notion de diffamation et qui surtout garantit, je cite Thomas Frank, garantit la libre discussion des questions politiques. Donc on a une définition du free speech qui est directement reliée à la notion de discussion des questions publiques et à la notion politique. Et de ce point de vue-là, il suffit de lire la Cour suprême, la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis pour être convaincu par cette idée qu'aux États-Unis, la liberté d'expression est principalement une liberté politique. Et c'est comme ça que l'on conçoit la Cour suprême.
En effet, la Cour suprême, de côté, a repris, de cette manière, il y a évidemment beaucoup de cas différents, de cette manière, a repris l'idée selon laquelle le premier amendement reconnaissait l'existence d'un libre marché des idées, que c'est pour la fameuse idée du juge Holmes, le marketplace variety, et donc l'idée sur laquelle on doit permettre la discussion de toutes les idées, et c'est seulement cette discussion qui permettra de faire le tri entre le bon grain et le vin. Et surtout, dans la jurisprudence de la Cour suprême, il y a la reconnaissance selon laquelle la liberté d'expression permet de garantir, de soutenir l'autodétermination démocratique. En effet, la forme de gouvernement démocratique est fondée sur l'idée de citoyens qui doivent être traités, je cite Rawls, de manière conforme à leur être, qui est envisagée comme des personnes libres et égales. Et de ce point de vue, la liberté d'expression est conçue comme la condition première d'une véritable liberté de discussion. Et le corollaire de cette idée, c'est le droit de critiquer les gouvernements. Et qui est un droit qui découle même de la liberté d'expression. Et ce droit est reconnu, je vais dire juste un mot du grand arrêt New York Times contre Sullivan, de 1964, cette liberté de critiquer les gouvernants, liberté de dénigrer, dit Laurence Gros-Claude dans sa thèse sur la liberté d'expression, eh bien, elle est reconnue explicitement par la Cour suprême dans cette affaire de New York Times contre Sullivan en 1964. Le contexte doit être rappelé, c'est le contexte de la ségrégation, de la lutte contre la ségrégation dans le Sud. Des policiers de l'Alabama sont critiqués par un journal, par un article du journal du New York Times, montrant qu'ils exercent des violences policières contre les manifestants. Ces policiers de l'Alabama invoquent la loi sur la diffamation de l'État d'Alabama, qui est très restrictive et qui condamne des propos si on n'arrive pas à faire la preuve de la véracité des faits. La Cour suprême est donc sollicitée pour juger de la constitutionnalité de la loi de l'État d'Alabama, et pour la première fois, elle va utiliser à la fois le 14e amendement et surtout le premier amendement pour dire que ce qui est très important, c'est moins la protection de la réputation des intéressés que la protection de la libre parole, le free speech. Et donc, ils vont, c'est des détails techniques, ils vont renverser la charge de la preuve, et donc ils vont permettre aux journalistes d'être sauvés. Ce n'est pas la question technique juridique ici qui m'intéresse, c'est la réflexion de philosophie politique du juge. Et voici ce que dit le juge Brennan, qui était l'auteur de cette opinion, qui était donc le grand juge libéral à l'époque de la Cour suprême. Il dit « Nous devons considérer cette affaire avec en arrière-fond une tradition nationale de profond attachement au principe selon lequel le débat sur les questions d'intérêt public doit être libre, vigoureux, largement ouvert et pouvoir éventuellement inclure des attaques véhémentes, caustiques et parfois cinglantes contre des membres du gouvernement et des personnes investies d'une charge officielle. L'article en cause, en tant qu'expression du grief et des protestations se rapportant à ce qui constitue aujourd'hui une des plus importantes questions publiques, moi j'ai rajouté entre parenthèses la ségrégation, parce que le juge ne dit pas, semble certainement de nature à bénéficier de la protection constitutionnelle. Voilà le passage déterminant pour nous, en tout cas pour cette intervention, c'est de montrer que pour la Cour suprême, ce qui est très important dans le free speech, c'est le droit pour les gouvernés, pour les citoyens, de s'exprimer librement, éventuellement de manière très critique, de manière à pouvoir améliorer le débat public. C'est la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister. Dans toute cette jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis, ce qui compte, ce n'est pas seulement le droit reconnu aux individus, aux citoyens de critiquer le gouvernement, mais c'est le fait qu'on considère que par la libre critique, par la libre discussion, les institutions, le fonctionnement des institutions peut être amélioré. Et on a ici un exemple très frappant dans un arrêt, je ne sais pas les arrêts, un arrêt Stromberg contre California, qui est antérieur à l'arrêt New York Times, où le juge dit la chose suivante. Assurer, le juge donc le suprême, assurer la possibilité d'une libre discussion politique de manière à ce que le gouvernement reste à l'écoute et reste réactif à la volonté du peuple et que les changements puissent s'opérer par des moyens légaux, possibilité qui est vitale à la sûreté de la République. Et ça, c'est un principe fondamental de notre système constitutionnel. Autrement dit, c'est un moyen, si vous voulez, libéral et conservateur, de changer la société par la libre discussion. C'est-à-dire que c'est le moyen d'éviter la révolution que de permettre justement aux citoyens de s'exprimer pour faire part de leurs désaccords, de leurs griefs, et pour permettre aux gouvernants, rêvons toujours,
de changer la gouvernance en fonction justement des critiques émises par les principaux intéressés, c'est-à-dire par le peuple, par les citoyens. Et c'est, je crois, c'est le sens, à mon avis, très profond, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, du free speech aux États-Unis. Et c'est d'une certaine manière cette jurisprudence-là qu'a reçue, entre guillemets, la Cour européenne de l'homme dans le fameux l'arrêt Handyside et les autres arrêts qui succèdent à cet arrêt Handyside. C'est-à-dire qu'on retrouve la même logique, une logique sur laquelle il faut reconnaître aux citoyens un droit de critiquer, même vigoureusement, les gouvernants, pour améliorer justement le système démocratique. J'en arrive à mon deuxième point, qui est le fait que je vais essayer maintenant de montrer que d'une certaine manière, la jurisprudence française a reconnu, en quelque sorte, la nature politique de cette liberté d'expression dans un cas un peu singulier qui est le cas d'offense au chef de l'État. J'ai appelé ça l'exemple du délit d'offense au chef de l'État, ou la révélation paradoxale de la reconnaissance par les juges français d'un droit politique à la liberté d'expression. Alors pourquoi c'est paradoxal? C'est parce que j'ai un paradoxe, mais il se trouve qu'en faisant ces recherches sur l'offense au chef de l'État, je suis tombé sur des décisions de la Cour de cassation et d'autres instances d'ailleurs, le tribunal correctionnel de Correspel, où, à l'occasion de ces offenses au chef de l'État, donc ça protège, c'est une protection pénale, privilège accordé en quelque sorte à l'exécutif, de pouvoir être protégé contre des attaques par ce fameux délit d'offense qui est en passe d'être abrogé. Et je me suis aperçu à l'occasion de cette analyse des décisions que, d'une certaine manière, les juges reconnaissaient le principe de la liberté d'expression. Je laisse de côté aujourd'hui l'aspect sombre de l'affaire, l'aspect l'ombre, c'est qu'évidemment ils acceptent le principe et ils conçoivent l'exception de manière très large, que le principe est vide. Mais donc je vais vous montrer que dans certains cas, les juges admettent l'idée que la liberté d'expression est un droit de citoyen. Et je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est sur la quatrième. Pas très connu, c'est des cas pas très connus, on dit souvent qu'il n'y a pas eu d'offense sur la quatrième, c'est faux. Il y en a eu plusieurs, et le premier cas concerne Vincent Auriol, le premier président de la quatrième, qui avait pour particularité d'avoir un œil qui coulait. Et alors, un journal d'extrême droite, je ne sais probablement pas, que j'ai découvert, qui s'appelle Parole française, publie en 1947 un article anodin, son intérêt, dans lequel se glisse une phrase: le président Auriol, cette nouille bedonnante qui, affligé d'un œil qui coule comme un camembert. C'est pas très élégant. Vincent Auriol est à moitié content de cette puisque l'information remonte en France de la police, de la justice à l'exécutif, et donc le secrétaire de Vincent Auriol, qui était d'autre que son fils d'ailleurs, et Vincent Auriol laisse se poursuivre la poursuite, parce qu'il n'a pas le droit d'attaquer, c'est le ministère public qui doit. Et donc, curieusement, le parquet attaque. Et le parlementaire, qui était d'ailleurs directeur de publication, M. André Luther, est condamné par le tribunal correctionnel de Paris, et ensuite par la Cour d'appel, et ensuite confirmé par la Cour de cassation. Et voici ce que dit la chambre correctionnelle, la 17e, donc, du tribunal de la Seine. Voici ce que dit cette juridiction. Attendu qu'il apparaît que la publication dans un journal de grand tirage d'un article contenant des injures aussi grossières à l'égard de M. Vincent Auriol est de nature à porter gravement atteinte au prestige du président de la République, notamment à l'étranger, et même de nuire au bon renom de la presse française. Jusque-là, il n'est pas concerné par la liberté d'expression. Mais, ajoute le juge, attendu que de tels outrages adressés à la plus haute personnalité de ce pays, dans le seul but de le ridiculiser publiquement et sans aucun motif, sont absolument inadmissibles et ne sauraient être tolérés dans une démocratie qui accorde, il est vrai, aux journaux le droit de la libre critique, mais non la licence de se livrer à des attaques injustifiées et diffamatoires ou à des appréciations bassement injurieuses. Fin de citation. Donc, on reconnaît de cette manière le droit qu'a la presse de critiquer les gouvernements, mais évidemment, il faut les critiquer décemment. Et il y a un autre cas également intéressant, qui est peu connu, qui s'est passé dans le sud-ouest. Tribunal correctionnel de Toulouse. Il se trouve que Vincent Auriol, en 1952, passait ses vacances au Muret, à Toulouse, il y a une maison, et cette année-là, les communistes avaient décidé de lancer une campagne vigoureuse pour défendre la libération de leur affaire Dreyfus de l'époque, qui était donc Henri Martin, ce communiste condamné par la justice militaire. Et il voulait obtenir de Vincent Auriol sa grâce, le président. Et donc il faut une campagne extrêmement violente. Je
je n'ai pas amené les citations des articles, mais deux articles de journaux que vous connaissez parfaitement, Le Patriote du Sud-Ouest et L'Écho de la Garonne, journaux communistes du Sud-Ouest, qui attaquent, mais vraiment de manière extrêmement violente, et notamment parmi les gracieusetés, ils disent « Auriol gracie le criminel de guerre nazie et ne veut pas libérer notre soldat patriote. » Et alors, Auriol ne fait rien. Dans 3 semaines, il se fait attaquer, il ne veut pas agir. Puis, au bout de la 4e semaine, il en a marre d'avoir ses vacances. Donc, ils sont perturbés, il laisse le parquet attaquer, et effectivement, le parquet attaque, et les journaux communistes vont être condamnés. Et je vous cite cette décision du tribunal correctionnel de Toulouse, attendu qu'il est admis que ne sauraient constituer des offenses ni des critiques, seraient constituées des offenses n'excédant pas les bornes, celles n'excédant pas les bornes de la libre discussion, ni certaines insinuations ou irrévérences de langage, de nature à diminuer le prestige. Autrement dit, il y a une interprétation ici restrictive, c'est qu'on estime que l'offense ne doit pas interdire la libre discussion. Donc l'idée est reconnue, négativement à contrario, c'est que la libre discussion est possible, mais elle s'arrête là où commence, exactement le même raisonnement, la distance, c'est-à-dire au moment où on commence à offenser le chef de l'État. Donc on retrouve aussi cette idée qu'on peut critiquer le gouvernement, et ici le juge, dans cette affaire-là, dit explicitement que si les journaux s'étaient limités au plan de la critique de la politique du gouvernement, il n'y aurait pas eu de poursuite pénale. Donc ils reconnaissent qu'il est légitime de critiquer la politique du gouvernement, mais il n'est pas admissible d'offenser le chef de l'État. Et on retrouve un dernier exemple, sur la 4e, où les tribunaux reconnaissent cette liberté d'expression, ce droit de la presse à critiquer le gouvernement, dans une affaire, alors c'est pas vraiment une affaire d'offense, donc je triche un peu, pas le plan. C'est une affaire qui concerne toujours Henri Martin, cette fois-ci c'est le journal communiste qui s'appelle Les Nouvelles de Bordeaux et du Sud-Ouest, qui dit parmi certaines gracieusetés les choses suivantes au ministre Plével, ministre de la Défense et ministre de la Justice, qui est Martineau Desplains. Voici ce que dit le journal. Tremblay, homme corrompu, ministre provisoire, gouvernement vendu, Tremblay, empiastré, chécard, assassin d'ouvriers, géolier patriote, vous enragez de les veines, vous palissez Martineau, qu'êtes-vous, ministricule, un fétu de sang et de boue, nous briserons vos fragiles barrages de coffre-fort et de matraques. Le tribunal correctionnel n'a pas apprécié. Et donc, il a condamné pour injure. Et voici ce qu'il dit. Attendu que la question de la liberté de la presse ou de la liberté de penser n'est pas en cause dans cette affaire, que toute personne est libre d'exprimer son opinion ou de critiquer le gouvernement, à condition tout au moins de ne pas dépasser certaines limites de fond et de forme, et de ne pas diffamer ou de n'injurier personne. Voilà, fin de la citation. Donc on a, sous la 4e, une jurisprudence qui reconnaît l'existence donc d'une libre expression, et je vais finir cette conférence en vous citant la 5e, puisqu'il y a eu évidemment du procès sur la 5e, contre De Gaulle pour offense, enfin pour protéger donc De Gaulle, avec de nombreux procès pour offense au chef de l'État, il y en a à peu près entre 200 et 300. Et parmi ces procès, le journal le plus attaqué fut le journal Rivarol, recordman des offenses au chef de l'État, et notamment Rivarol en 1963 est attaqué pour offense pour avoir critiqué très violemment la politique extérieure du général de Gaulle. Et l'avocat de Rivarol, dans cette affaire, revendique le droit de critiquer le chef de l'État au motif suivant, je cite l'avocat de Rivarol, que son action, donc on parle de général de Gaulle, l'action du président, en cette qualité, est dans un pays démocratique susceptible de critique, comme l'était celle du président du Conseil sous l'empire des constitutions antérieures. Que la Cour de cassation a décidé que la violence des termes employés par un journaliste ne pouvait caractériser une diffamation à l'occasion d'un commentaire qui ne dépasse pas les limites du droit de critique que possèdent les citoyens. Fin de citation. Ça, c'est l'argument des avocats. Et voici ce que répond, dans ce cas précis, la Cour de cassation. C'est la grande décision du chef de Gérard qui est publiée le 31 mai 65, qui est de Dalloz. Voici ce que dit la Cour de cassation. Elle réfute cet argument, mais elle le réfute en reconnaissant à sa manière l'existence d'un droit sur les citoyens de critique. Voici ce que dit la Cour de cassation dans cette décision de principe du 31 mai 1965. Attendu que si le droit de libre discussion appartient à tout citoyen, en vertu des principes généraux du droit tels qu'ils sont reconnus par la Constitution du 4 octobre 1958, et qu'il est conforme à celle-ci d'étendre l'exercice de cette liberté publique à la discussion des actes politiques du président de la République, virgule, ce libre exercice s'arrête là où commence l'offense au chef de l'État, que l'offense adressée à l'occasion des actes politiques atteint nécessairement
que l'offense adressée à l'occasion de l'acte politique atteint nécessairement sa personne. Fin de citation. La fin de citation, c'est juste parce qu'il y a eu un revirement de jurisprudence. En novembre 1964, la Cour de cassation avait distingué l'attaque contre la personne et l'attaque contre la politique. Il avait considéré que lorsque l'attaque concernant le président portait sur sa politique et non pas sur sa personne, il n'y avait pas d'offense. Je fais juste une parenthèse que c'est rigolo. C'est qu'en 1964, le président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation était malade. Il était remplacé par le président qui était le président, Friol, était l'ancien directeur de cabinet de RNO. Donc c'était pas un momiste. Comme par hasard, la jurisprudence fut subitement libérale de novembre 1964 à janvier 1965. Janvier 1965, la Cour de cassation réitère sa jurisprudence libérale. On n'offense pas lorsqu'on attaque les actes du président. Et à ce moment-là, Jean Foyer, ministre de la Justice, garde des Sceaux, convoque les procureurs généraux à la Cour de cassation en disant il faut changer cette jurisprudence. Donc, cassation dans l'intérêt de la loi, c'est cette décision du 31 mai 1965. Et là, subitement, le président qui était malade n'est plus malade. Donc, il est revenu. Et subitement, heureusement pourquoi, la jurisprudence a changé. La Cour de cassation est revenue à sa jurisprudence d'avant 1965. Petit mystère de la justice politique sur la 5e. Donc c'est une parenthèse un peu longue. J'en arrive donc à la fin, à ce que je voulais essayer de vous montrer. Dans cet arrêt, mais d'autres arrêts, la Cour de cassation reconnaît simplement que les citoyens ont un droit, qui est celui d'exprimer librement leur opinion, le droit de critiquer le gouvernement, et que ce droit doit être considéré comme un droit politique. En tout cas, telle est mon interprétation. Merci de votre attention. J'ai oublié de citer Jacques Isorni. Je peux citer Jacques Isorni? Parce qu'il y a une autre affaire, mais sur Jacques Isorni qui était le principal défenseur. Voici ce qu'il dit, parce que lui, il revendique ça comme s'il était un fou furieux anti-gaulliste. Voici ce que dit Jacques Isorni dans son procès, dans son livre, Jusqu'au bout de notre peine. Il dit « J'ai cru, moi, que M. Bidault avait raison, que les desseins et les rêves du général de Gaulle croulaient comme ses fureurs. C'est devant cet écroulement que je considérais, moi, en tant qu'homme public, comme néfaste. J'ai voulu essayer de démystifier, essayer de montrer le véritable personnage sous son beau costume. Je n'ai pas eu d'autre motif. Je crois, cela c'est mon sentiment personnel, c'est mon droit de citoyen de le penser. Et si je le pense, mon devoir de le proclamer. Je crois que le général de Gaulle a gravement péché contre la France. Nicolas Nico. On m'a demandé de parler de démocratie et droits de l'homme à l'époque révolutionnaire et d'inclure une comparaison entre les États-Unis et la France. Aujourd'hui, la question des rapports entre démocratie et droits de l'homme se pose de plusieurs manières selon les conceptions que l'on se fait des termes en présence. Alors je vais en passer en revue quelques-uns. 7. Démocratie. Ou bien on définit la démocratie comme souveraineté du peuple, et qui dit souveraineté dit absence de limite